On est en pleine guerre froide. On s'attend à des histoires d'espions qui viennent de Moscou, du KGB. Mais l'histoire qui va vraiment faire trembler l'Amérique, elle ne vient pas du tout de là. Non, elle vient de son allié le plus proche, le plus intime. Et voilà tout le paradoxe, toute l'ironie tragique de l'affaire Pollard. La trahison, la vraie, elle ne vient pas d'un ennemi déclaré, mais de l'ami le plus sûr d'Israël. C'est une histoire qui va laisser des cicatrices profondes, qui va littéralement empoisonner les relations entre Washington et Tel Aviv pendant plus de 30 ans. Alors, pour vraiment saisir toute la complexité de cette affaire, il faut faire quelque chose d'un peu inhabituel. On va commencer par la fin, par une scène, mais alors une scène digne d'un film d'espionnage, qui se joue juste là, devant les grilles de l'ambassade d'Israël. Franchement, la scène est incroyable, on dirait du cinéma. Jonathan Pollard sait que c'est fini, il sent l'étau se resserrer, le FBI le traque. Avec sa femme, il se lance dans une course folle, leur dernier espoir, l'ambassade d'Israël. On l'imagine là, complètement paniqué, le souffle coupé, en train de marteler la grille, de supplier qu'on lui ouvre. Sauf que de l'autre côté, rien. Le silence radio. Parce qu'à Jérusalem, la décision vient de tomber. L'affaire est une bombe à retardement, l'agent est devenu trop encombrant. Il faut le lâcher. L'ordre est d'une froideur terrible, ne l'ouvrez surtout pas. C'est la trahison finale. L'homme qui pensait avoir tout donné pour Israël se retrouve abandonné, littéralement planté devant une porte close, livré au FBI par ceux-là même qu'il servait. Mais alors, qui est cet homme? Qui est Jonathan Pollard? Comment un analyste qui travaillait pour le renseignement de la marine américaine a pu en arriver là? Pour avoir une chance de comprendre, il faut revenir en arrière, il faut décortiquer la psychologie vraiment, vraiment particulière de ce personnage. Ce qui est complètement fou avec Pollard, c'est qu'il est double. C'est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde. D'un côté, on a l'étudiant brillantissime, un cerveau, une connaissance du Moyen-Orient qui impressionne tout le monde. Et de l'autre, on a un type un peu paumé, avec une personnalité très instable, qui a un besoin quasi maladif d'être reconnu, d'exister. Ça le poussait à s'inventer des histoires, à se voir en super espion, bien avant de l'être. L'ironie, c'est que ses camarades, pour blaguer, l'appelaient l'espion. Ils ne croyaient pas si bien dire. Et c'est là qu'on assiste à une faille, mais une faille monumentale du système. En 1979, la CIA, elle, n'est pas dupe. Ils le passent au détecteur de mensonges, ils voient tout de suite à qui ils ont affaire et ils le recalent. Tous les voyants sont au rouge. Instable, mythomane, et surtout une identification à Israël qui dépasse l'entendement. C'est écrit noir sur blanc. Et pourtant, la même année, que se passe-t-il? La marine américaine l'engage. Ils ne regardent que le CV, les diplômes, le potentiel intellectuel. C'est une erreur de jugement qui va coûter incroyablement cher. Alors, une fois qu'il est en place, avec son accréditation en secret défense en poche, Pollard ne va pas attendre longtemps. Tous ces fantasmes d'agents secrets, il va les mettre en pratique. Et ça va donner naissance à une opération d'espionnage dont l'échelle dépasse l'imagination. Accrochez-vous bien aux chiffres. Plus d'1 million de pages. 1 million de pages de documents classifiés américains. Pour qu'on se représente bien ce que ça veut dire, imaginez une pile de papier de plus de 100 mètres de haut. C'est la hauteur d'un immeuble de 30 étages. Et il a fait ça en 18 mois à peine. Tout seul, depuis son petit bureau d'analyse. Et peut-être que le plus dingue dans cette histoire, c'est la simplicité de la méthode. C'est presque artisanal. Oubliez les gadgets à la James Bond, les plans super complexes, non. C'est juste un type, avec le bon niveau d'accréditation, un sac à dos et une porte ouverte sur des montagnes de secrets. Et chaque semaine, c'était le même rituel. Il sortait des valises pleines de documents, il les amenait à ses contacts pour qu'ils les photocopient, et le lendemain, ni vu, ni connu, il remettait les originaux à leur place. Et quand on regarde ce qu'il a volé, on comprend l'ampleur du désastre. Ce n'était pas juste des infos sur les pays ennemis d'Israël, non. Pollard a aussi filé des documents ultra sensibles sur les méthodes américaines, comment ils collectent leurs infos. Et le pire du pire, des informations qui pouvaient révéler l'identité d'agents américains sur le terrain. Ça, pour une agence de renseignement, c'est le péché capital. On ne trahit pas seulement des secrets, on grille ses sources, on expose ses méthodes. C'est un cauchemar. Il y a un point vraiment important à souligner. Pollard a toujours dit qu'il avait fait ça par idéologie, par amour pour Israël. Sauf que ce n'était pas du bénévolat, loin de là. Il était payé, et très bien payé. De l'argent, des bijoux, des voyages de luxe. Tout ça, ça dresse un portrait un peu différent, non? Celui d'un homme qui était peut-être motivé par son obsession, oui, mais aussi tout simplement par l'argent et l'envie de flamber. Bon, son arrestation devant l'ambassade, ce n'est que le début d'un scandale gigantesque, avec des conséquences énormes, à la fois pour lui, sur le plan judiciaire, et pour les relations entre les États-Unis et Israël sur le plan diplomatique. Pour vraiment mesurer la fureur de Washington à ce moment-là, il faut parler d'un document clé. Une note secrète
rédigée par le ministre de la Défense de l'époque, Caspar Weinberger, et remise directement au juge. Ce mémo, dont on ne connaît toujours pas tout le contenu, a été une véritable bombe. Il a convaincu le juge que ce que Pollard avait fait, ce n'était pas une petite erreur. C'était une trahison monumentale qui avait mis en danger la sécurité nationale américaine au plus haut. Et cette fureur, elle va se traduire par une sentence d'une dureté absolument exceptionnelle, la prison à vie, perpétuité. Et ce qui est fou, c'est que c'est une peine beaucoup plus lourde que celle qu'ont reçue des espions qui bossaient pour l'ennemi juré, pour l'Union soviétique. Le message envoyé par les Américains était limpide et glacial. Être trahi par un ami, c'est pire qu'être combattu par un ennemi. 30 ans. 30 ans en prison. C'est une vie. C'est le temps qu'il passera derrière les barreaux. 3 décennies qui montrent le prix exorbitant qu'il a dû payer. Même après sa libération, l'affaire Pollard n'est pas finie. Pas du tout. Elle laisse derrière elle un héritage hyper complexe et une question fondamentale qui continue de diviser encore aujourd'hui. Et cette question, c'est la question qui est au cœur de toute cette histoire depuis le début. Héros ou traître, c'est aussi simple et aussi compliqué que ça. D'un côté, il y a ceux qui voient en lui un héros, un patriote juif qui a risqué sa vie pour protéger Israël. Et de l'autre, ceux pour qui il n'est rien d'autre qu'un traître à sa patrie, les États-Unis. Et bien sûr, il n'y a pas de réponse facile. Chaque camp a sa propre vérité. Pour la communauté du renseignement américain, c'est simple, c'est le traître ultime. Point. Pour le gouvernement israélien, c'est plus sinueux. Ils l'ont d'abord lâché, puis ils l'ont reconnu, et finalement, il est devenu une sorte de cause nationale. Et au milieu, il y a la communauté juive américaine, pour qui cette affaire a été un vrai séisme, parce qu'elle a ravivé cette accusation terrible et douloureuse de la double loyauté. Et les dégâts sur le long terme ont été considérables. D'abord, la confiance entre les services de renseignement américains et israéliens était pulvérisée, et ça a duré des années. Et sur le plan diplomatique, l'affaire Pollard est devenue un caillot dans la chaussure permanent. Pendant des décennies, chaque président américain, l'un après l'autre, a refusé toutes les demandes de grâce venant d'Israël. Finalement, il est libéré en 2015, mais il n'est pas encore tout à fait libre. Il doit rester aux États-Unis pendant 5 ans de plus, sous contrôle judiciaire. Il faudra attendre fin 2020, soit 35 ans après son arrestation, pour qu'il puisse enfin réaliser le rêve de sa vie, partir en Israël. Et là-bas, à son arrivée, il est accueilli comme un héros par une partie de la classe politique. C'est le dernier acte, un peu surréaliste, de cette histoire. En fait, l'histoire de Pollard, c'est une histoire de trahison en cascade. Lui a trahi l'Amérique, Israël a trahi la confiance de l'Amérique, et puis Israël a trahi son propre agent en lui claquant la porte au nez. Et ça nous laisse avec une question qui dépasse largement son cas personnel. Dans ce jeu impitoyable qu'est la géopolitique, est-ce que l'amitié entre deux pays, même les plus proches, a vraiment un sens? Ou est-ce qu'à la fin, il ne reste que les intérêts, froids et calculés?